Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Jusqu'ici, on a construit les bases, on a manipulé des données, on a compris comment une IA apprend, mais maintenant on change de niveau. On ne va plus travailler avec des exemples simples, on va travailler avec un dataset réel, notamment un dataset médical utilisé pour prédire le diabète. Et là, on entre dans le vrai machine learning. Le dataset qu'on va utiliser s'appelle Pima Indian Diabète Dataset. C'est un dataset réel, car chaque ligne représente une personne et chaque colonne une information médicale. Par exemple, on verra qu'il y a le glucose, la tension, le BMI ou encore l'âge. Et ici, la variable importante, c'est outcome. Diabète ou pas de diabète. Alors, pour charger le dataset, on peut aller directement sur Google et aller via le site Kaggle. Et à partir du site Kaggle, je peux prendre le premier lien ici et je peux me connecter avec mon compte. Une fois que c'est fait, je confirme que j'accepte la condition. Et à partir d'ici, je peux taper directement le nom du dataset. Je fais recherche, je fais dataset et je regarde un petit coup d'œil ici. Je vois qu'ici, on a un nombre de téléchargements élevé. Je peux faire confiance parce que ça se rapproche du vrai dataset réel et pur. De toute manière, il y a des éléments qu'on devra vérifier une fois qu'on va télécharger. Je clique dessus et je viens sur Download et je peux cliquer sur Download Dataset as zip. Je clique dessus. Une fois notre dataset téléchargé sous forme de fichier .csv, on va pouvoir l'exploiter et le lire. Dans un premier temps, j'importe la bibliothèque Pandas. Ensuite, je m'apprête à créer ma base de données. Pas tout à fait créer, mais l'exploiter et lire. Alors, je vais lire le fichier CSV qui porte le nom de diabète.csv. Et pour être sûr qu'on travaille avec le bon dataset, je vérifie deux choses, le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et avant de vérifier, je vais dans un premier temps lire notre base de données. Valide. Je constate que on a notre base de données qui est ici et on a bien 9 colonnes. Et pour connaître le nombre de lignes, je peux directement taper ici .shape et en faisant ça, j'ai bien 768 lignes et 9 colonnes. Et ça me permet de savoir que je suis sur un bon dataset. Alors, on constate qu'il y a une donnée très importante ici, ce qui est la sortie, qui est entre 0 et 1. 1 qui signifie qu'il y a bien une présence de diabète et 0 qui signifie qu'il n'y a pas de diabète. Donc, en réalité, on fait face à un problème de classification et ça devrait rappeler quelque chose. Dans les vidéos précédentes, on avait vu qu'un neurone artificiel prend des données en entrée, les combine avec des poids et produit une sortie. Et cette sortie, c'est souvent une valeur comprise entre 0 et 1. C'est exactement le rôle de la fonction sigmoïde, transformer un calcul en une probabilité. Donc ici, notre objectif est simple, donner au modèle l'âge, le glucose, le BMI et lui apprendre à prédire.
0 ou 1. Autrement dit, on est en train de construire un neurone artificiel qui va apprendre à détecter le diabète. Donc ici, c'est déjà une façon d'explorer les données. Mais ce n'est pas suffisant. Je peux rajouter une autre ligne qui me permet de savoir les statistiques en mettant describe pour avoir la moyenne, le minimum, le maximum. C'est ce qui permet de comprendre rapidement un dataset. Cette étape consiste à chercher des valeurs anormales. Par exemple, un glucose à 0, ce n'est pas possible. Un BMI à 0 non plus. Donc ces valeurs ne sont pas des vraies données. Ce sont des données manquantes. Et étant donné le nombre de lignes, je peux taper directement dans le data frame toutes les valeurs qui sont égales à 0. Pour aller plus vite, ça me permet de savoir toutes ces valeurs-là. Et une fois que c'est fait, je vais donc passer à l'étape de nettoyage. Donc on sait que le data frame transforme toutes les valeurs en tableau en valeurs booléennes, true, false. True pour les valeurs dont les valeurs sont égales à 0 et false pour tout ce qui n'est pas 0. Et donc lorsqu'on applique la somme ici, ça permet de dire true vaut 1 et false vaut 0. Et en faisant donc la somme, ça donne le nombre de 0 par colonne. C'est pour ça qu'on a ici, par exemple, pour les pregnancy, on a 111 personnes dont la valeur est égale à 0. Ici, on a 5 glucose dont la valeur est égale à 0. Par contre, pour l'insuline, on a 374 dont la valeur est égale à 0. Et ce qui est énorme. Ici, on a 500 pour la sortie. Ça peut être normal. C'est normal parce que c'est la classe 0. Comme c'est un problème de classification de personnes qui ne sont pas diabétiques. Et on pourra donc passer à l'étape suivante qui sera l'étape de nettoyage. Donc, pour le nettoyage des colonnes avec des zéros biologiquement impossibles, je vais donc créer une liste et je peux prendre un nom d'une variable, par exemple, call to clean, et je vais rentrer mes variables que je vais nettoyer. Donc, on a vu que le glucose, il y a 5 lignes qui ont des valeurs 0. Et biologiquement, c'est impossible. On a la mesure de la pression artérielle également. On a la mesure de l'épaisseur cutanée ou alors la mesure indirecte de la masse grasse. On a également l'insuline. Et on a la mesure de l'indice de masse corporelle qu'on appelle le BMI. Alors, le piège dans ce type de base de données, c'est qu'on constate par exemple qu'au niveau de l'insuline, sur 768 lignes, on a 374
dont la valeur est égale à 0. Et ça, c'est embêtant. Et le problème, c'est que dans certains tutoriels, ils n'en tiennent pas vraiment compte, à mon avis, pour faciliter l'explication et l'exemple. Et il y en a qui disent que ça peut être possible d'avoir des zéros au niveau de l'insuline. Sauf que biologiquement, c'est pas possible d'avoir des valeurs biologiques de l'insuline qui soient nulles pour un patient non diabétique de type 1. Et c'est la raison pour laquelle, en prenant compte de l'insuline, parce qu'il vaut quand même plus ou moins 49% des résultats de la base de données, ce qui est énorme. Et pareil pour la mesure de la masse corporelle. Donc, c'est la raison pour laquelle ces deux paramètres-ci seront remplacés par la moyenne. Mais attention, c'est discutable. Une imputation par médiane ou par groupe, c'est-à-dire de classe ou de sortie 0 et 1, serait beaucoup plus rigoureuse. Donc, une fois qu'on définit dans nos paramètres ici à modifier, donc toutes les valeurs seront remplacées par des normes. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise dans la boucle for pour pouvoir itérer en prenant une variable d'emprunt et je vais itérer ça dans ma liste que je viens de créer et donc dans ma base de données, je veux que ma variable d'emprunt remplace donc toutes les valeurs zéro par des num. Ok. Alors, on peut appliquer la modification et faire la somme. Là, j'enregistre. Et si on veut donc imputer par la moyenne, on réutilise la boucle, call, to clean, point, voilà, call, point, call, in, voilà, nul, à laquelle on rajoute la somme. Et on enregistre. Donc, pour récapituler, ici, on a simplement créé une variable, le nom d'une variable, et on a créé une liste de paramètres qui vaut 0 et qui sont impossibles biologiquement. On a utilisé une boucle for pour pouvoir itérer et remplacer tout ça, tous les zéros par des nums. Et ici, vu que l'insuline est la mesure indirecte de la matière grasse ont des valeurs très énormes ici, afin d'avoir, ça risque d'avoir un impact sur la distribution de nos données et d'avoir une incidence sur nos statistiques. Alors, on a choisi de remplacer par la moyenne. Mais encore une fois, si on a décidé de remplacer par la moyenne, on pourrait utiliser la médiane ou alors
les groupes, c'est-à-dire de sortie 0 ou 1, seraient beaucoup plus rigoureuses. Mais dans le cas de notre exemple, utilisons la moyenne dans un premier temps. Maintenant que nous avons nettoyé les données, on va les visualiser parce qu'un bon data scientist ne fait pas confiance aux chiffres seuls. Il regarde ces données. Et donc, la première question qu'on pourrait se poser, c'est comment le glucose est-il reparti dans notre population? Et on l'a vu précédemment, lorsqu'il s'agit de visualiser des données, on importe toujours les bibliothèques et cette fois-ci, c'est matplotlib.pyplot et je rajoute Seaborn. C'est une bibliothèque Python qui permet de faire des visualisations, mais plus beau. Seaborn, donc, alors je prends la bibliothèque, je veux visualiser l'histogramme de quoi? Bah, du glucose. Donc je prends sélectivement le glucose. Et alors, je pourrais choisir un certain nombre de barres. Je pourrais mettre 30 et on pourrait l'ajuster si besoin. Également, décider du contour de la couleur. Et on pourrait par exemple mettre la couleur noire. Ok. Alors, on va rajouter un titre. Et on pourra mettre distribution du glucose. Ok. On va définir nos axes. On peut par exemple prendre X pour le glucose et Y pour le nombre de patients par exemple. Nombre de patients. Et alors, pour montrer le graphique. Donc, très rapidement, nous allons tester le code pour voir ce que ça donne. Si on valide, ici, on met que la bibliothèque NumPy n'est pas définie. Donc, nous allons rajouter, importer la bibliothèque à ce niveau parce qu'on manipule tout ce qui est vecteur, matrice et tableau. On enregistre donc tout ce qui est calcul statistique et on va remettre ici pour exécuter et on valide. Et en validant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une distribution approximativement normale avec quelques patients aux valeurs très élevées. Ce sont souvent ces cas extrêmes qui vont peser dans le modèle. Maintenant, la vraie question est de savoir est-ce que le glucose est lié au diabète? Pour savoir et pour répondre à cette question, ce que nous allons faire, on va rajouter un box plot qui permet de visualiser la distribution d'une variable. Voir la médiane, repérer les valeurs extrêmes. Ça permet aussi de comparer les groupes entre eux. Donc en faisant sns.boxplot,
On va donc définir X pour nos sorties. Et Y pour le glucose. Data, voilà, data frame. Et on va donc mettre le titre sur notre graphique. Et on pourra mettre distribution du glucose selon le diagnostic. Et alors, on va définir nos tics. On va définir nos tics. Et on pourra mettre 0 et 1. 0 qui va représenter les patients non diabétiques. Et 1 pour les patients diabétiques. Ok, ça c'est fait. Là, je vais fermer. Non, ici, normalement, c'est pas fermé. Voilà. Maintenant, on peut définir nos labels. Donc, X pour diagnostic. Et Y pour glucose. Ok. Maintenant, on peut montrer le graphique. S. Ici, on tente de visualiser ça. Pour répondre à notre question, on exécute. On valide. On a notre premier graphique ici qu'on a eu. On supprime. Et ici, regardez la différence. Les patients diabétiques ont un glucose médian nettement plus élevé. Ici, la boîte est décalée vers le haut. Ce n'est pas du hasard, c'est du signal. Et c'est exactement ce qu'un modèle de machine learning va apprendre à détecter. Et ce qu'on commence à voir, c'est un pattern. Plus le glucose est élevé, plus le risque de diabète augmente. Et ça, c'est exactement ce que va apprendre une IA. Une IA ne devine pas, elle apprend à partir des patterns présents dans les données. Et ces patterns, tu peux déjà les voir à l'œil nu, avant même de décrire une seule ligne de modèle. Et ça, c'est la leçon fondamentale. Un modèle ne sera jamais meilleur que tes données si tu ne nettoies pas, si tu ne visualises pas, si tu ne comprends pas ce qui est en face de toi. Ton IA apprend du bruit, pas de la réalité. Ce que tu viens de faire, c'est le vrai travail d'un data scientist. Prendre un dataset réel, le nettoyer, l'analyser, le comprendre, parce que sans ça, aucun modèle ne fonctionne. Et maintenant, on est prêt pour la suite. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à dire ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves que c'est compliqué? Est-ce que tu trouves que on va très vite dans cette chaîne? Est-ce que tu trouves qu'il y a des bases qui manquent pour pouvoir avancer dans notre modèle d'intelligence artificielle? N'hésite pas à mettre ton avis en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, like et partage.